Salut YouTube, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue dans cette fameuse vidéo dont je vous ai parlé la semaine passée. Et le sujet va sans doute vous plaire. S'il y a bien une chose qui m'a fasciné avec le temps sur YouTube, en l'occurrence lorsque je commençais à découvrir la vidéo dans son ensemble, eh bien c'est la photographie, un sujet qui me semblait extrêmement lointain et vague à la fois. Et c'est sans doute l'une des plus grandes inventions de l'humanité puisqu'on arrive en un seul instant, en une seule image, à capter énormément d'émotions, et c'est ça que j'adore. Si vous me demandez de trouver les mots, eh bien je dirais que c'est simplement du génie, et franchement, attachez vos ceintures puisqu'on est parti pour la découverte de cette fabuleuse histoire. Comme on peut l'imaginer, la photographie a connu de nombreuses innovations technologiques et techniques, que ce soit au niveau de l'optique, de la chimie, de la mécanique et de l'électronique. Ce qui est aussi impressionnant, c'est que les trois phénomènes nécessaires afin d'obtenir une image, en l'occurrence la chambre noire, la réflexion et la réfraction lumineuse, étaient pour certains connus depuis longtemps, et furent d'ailleurs exposés dans le traité d'optique au XIe siècle. Écrit par le scientifique arabe Alhazen entre 1015 et 1021, cet ouvrage de 7 volumes traite bien évidemment d'optique, mais aussi d'autres domaines tels que les mathématiques, la physique ou l'anatomie. On y trouve donc une multitude d'explications sur la perception visuelle et sur les illusions d'optique, mais surtout il y figure la première description précise de la chambre noire. De ce fait, Alhazen est considéré de nos jours comme le père de l'optique moderne. Ce qui est relativement correct de par toutes les analyses qui furent en tout point conforme aux lois de l'optique. Il a par exemple prouvé que la lumière voyageait toujours en ligne droite, et ce fut aussi l'un des premiers à décomposer les rayons lumineux réfléchis et réfractés en deux composantes verticales et horizontales, ce qui est pour l'époque juste l'une des plus grandes avancées. Mais finalement, c'est quoi cette chambre noire dont on parle depuis le début? Eh bien, la chambre noire, c'est ça, un instrument optique objectif qui permet une projection de la lumière sur une surface plane et d'obtenir une vue en deux dimensions très proche de la vision humaine. Si vous avez déjà suivi un cours de physique, vous savez que la lumière est réfléchie par l'ensemble des objets, et ce, dans toutes les directions. Sur un écran, ces rayons lumineux vont se combiner et former ce qu'on appelle la synthèse additive, ce qui va lui donner une teinte blanche ou de la couleur majeure qui éclaire la scène. En restreignant la lumière par un seul point d'entrée qui s'appelle sténopée, cette dernière va converger dans ce trou et former sur l'écran se trouvant à l'intérieur une image du décor inversé gauche-droite et renversé de haut en bas. D'ailleurs, pour l'anecdote, on l'utilisait souvent à l'époque de la Renaissance où les peintres commençaient tout juste à découvrir les lois de la perspective. Elle servait donc à simplifier le tracé de leurs dessins de paysages, mais ce n'était pas le seul appareil optique ayant cette faculté, puisque la chambre claire était aussi répandue que sa cousine, à la différence qu'elle utilisait un prisme pour éviter d'obtenir un effet miroir de la scène. Pour ce faire, il fallait que l'œil de l'artiste se tienne dans l'axe de la face arrière du prisme, de manière à voir à la fois l'image dans ce dernier et le papier. Mais malgré ce procédé innovant, il demeurait relativement fatigant pour la personne. Effectivement, les distances entre l'œil de l'artiste, le papier et le prisme demandaient justement à l'œil de s'habituer en permanence. On comprend donc cette notion de fatigue. Mais malgré toutes ces avancées, chacune avait son lot d'inconvénients. On vient de voir celui de la chambre claire, et pour sa cousine, donc la chambre noire, eh bien, ses défauts étaient son sténopée, qui était beaucoup trop petit, et bien évidemment, son manque de luminosité, qui était carrément flagrant. En effet, la définition des images dépendait énormément de la dimension du trou. Plus il était petit, meilleure était la finesse des détails. Cependant, c'était au détriment de la visibilité, qui devenait quasiment nulle. Ce n'est qu'à partir du XVIe siècle que la qualité de l'image va nettement s'améliorer grâce à l'introduction d'un objet fascinant, celle de la lentille. Faite de verre, elle pouvait focaliser les rayons lumineux, améliorant ainsi les performances du sténopée, sans compter que le diamètre de l'ouverture était plus grand, ce qui admettait davantage de lumière et rendait l'image bien plus claire. Jusqu'ici, on est plutôt pas mal, étant donné que le dispositif physique pour observer une image est créé. Cependant, il reste encore une énorme étape à franchir. Comment faire pour que l'image fugitive créée par la lumière, en l'occurrence, eh bien, devienne une véritable image au même titre qu'une peinture ou encore qu'un dessin. Autrement dit, comment supprimer le travail d'un dessinateur avec son lot d'inconvénients qu'on suppose, comme par exemple les imprécisions, les imperfections, et finalement laisser la lumière faire tout le travail. Et bien pour ça, il faudra patienter jusqu'au 19e siècle où un certain Joseph Niepce va tenter plusieurs procédés afin d'atteindre cet exploit. Au départ, Niepce consacrait une grande partie de son temps à l'amélioration de la lithographie, qui était très à la mode à cette époque. Et au bout d'un certain temps, il pensa à l'utilisation de la lumière et parvint à obtenir une lithographie des négatifs et des positifs grâce à l'asphalte et au nitrate d'argent. Malheureusement pour lui, ces images n'arriveront toujours pas à devenir suffisamment stables, et cela même après avoir utilisé le sel d'argent qui continuera à noircir après l'exposition de la lumière et finira par faire totalement disparaître l'image. Joseph va alors comprendre que le plus important, c'est d'interrompre
interrompre l'action du produit après cette fameuse exposition. Il va donc tester plusieurs acides, mais le problème c'est que l'acide en général ne réagit pas à la lumière. Il se tournera donc vers la résine de Gaillac, qui est très sensible aux ultraviolets, mais sans succès, ce sera un échec total. Finalement, en 1826, et après plusieurs essais insatisfaisants, Joseph Niepce va enfin réussir à créer la première image permanente. Pour cela, il plaça une plaque d'étain recouverte d'asphalte dans une chambre noire face à une fenêtre de chez lui. Exposé pendant plusieurs jours, l'asphalte, ou bitume de Judée, perdit de sa solubilité et après un traitement au solvant et à l'acide, l'image se dévoila dans toute sa splendeur. Bon, bien évidemment, l'image est floue, on ne distingue pas forcément les choses qui s'y trouvent, mais ça ne change en rien l'exploit de créer la première image permanente. Et par la suite, notre petit Joseph Niepce va collaborer avec un certain Louis Daguerre, et si ça vous dit rien du tout, eh bien c'est l'une des plus grandes figures de son époque, et vous allez voir pourquoi. En fait, si vous voulez, les deux s'étaient fixés de résoudre deux problèmes majeurs qu'ils rencontraient à l'époque. En l'occurrence, vous aviez le temps de pause qui était encore beaucoup trop long, et bien évidemment, la chimie qu'on utilisait à l'époque pour obtenir une image n'était pas encore assez convaincante, donc il fallait encore améliorer ces deux procédés. Daguerre, fort de sa connaissance dans le domaine, va se concentrer uniquement sur la chambre noire et les optiques afin de rendre tout ça plus lumineux et d'améliorer justement ce fameux temps de pause, tandis que Niepce, lui, va se concentrer, lui, sur la chimie en question dont on a parlé avant. Mais malheureusement, en 1833, eh bien, Joseph Niepce va décéder, et juste avant de mourir, il va tout léguer à Daguerre, en tout cas toutes ses inventions, pour que lui seul puisse continuer ce fameux projet. Dans les années suivantes, ce dernier va accomplir d'importants progrès comme l'utilisation de l'iode comme agent sensibilisateur, donnant ainsi une meilleure netteté, ou encore celle d'une solution saline, servant lors du trempage ayant la capacité d'empêcher une image de noircir avec le temps. Mais ce qui reste sans doute sa meilleure découverte, c'est le principe de l'image latente. Il s'agit en réalité d'une image qui n'est pas encore développée, c'est seulement après l'avoir trempée dans un bain révélateur que cette dernière va enfin apparaître. Ainsi, même si Joseph Niepce a grandement participé à l'évolution de la photographie en général, c'est bel et bien Louis Daguerre qui en 1839, et soutenu par le député François Argot, va présenter devant l'Académie des Sciences le daguerréotype, le tout premier appareil photo. Et là, c'est l'effervescence totale, comme on peut l'observer d'ailleurs dans ce témoignage de l'époque. Une heure après, toutes les boutiques étaient prises d'assaut, mais il n'a pas été possible de rassembler assez d'instruments pour satisfaire la marée de daguerréotypeurs en herbe. Quelques jours plus tard, on pouvait voir sur toutes les places de Paris, face aux églises et aux palais, des chambres noires montées sur leurs trépieds. Tous les physiciens, chimistes et intellectuels de la capitale polissaient des plaques argentées. Même les épiciers prospères n'ont pas pu se refuser le plaisir de sacrifier un peu de leurs ressources sur l'autel du progrès, en les laissant se volatiliser avec l'iode et fondre dans les vapeurs de mercure. La presse a même donné un nom à cette nouvelle mode, c'était la daguerréotypomanie, et Honoré de Balzac lui a même conféré des pouvoirs magiques. En même temps, mettez-vous à la place des personnes de l'époque, vous avez devant vous une machine qui est capable de figer une image, de figer le temps lui-même, et ça a été un petit peu la même réaction avec la chambre noire. Pour illustrer ce que je viens de vous dire, prenons l'exemple de Giambattista della Porta, qui possédait justement une chambre noire chez lui. Lorsque des invités vinrent chez lui pour lui rendre visite, eh bien ils furent tous pris de panique lorsqu'ils virent sur le mur des petits personnages se déplaçant, la tête en bas, et ils accusèrent d'ailleurs Della Porta, après avoir pris la fuite, de sorcellerie. Bah oui, c'est compréhensible. Je pense qu'on aurait tous réagi comme ça à l'époque. Face à un phénomène qu'on ne comprend pas, c'est clair qu'on a ce genre de réaction. Cependant, contrairement à la chambre noire, eh bien le daguerréotype a quand même eu un meilleur accueil. Pourquoi ? Eh bien simplement parce qu'il a eu le soutien de l'ensemble de la communauté scientifique. Ça a en quelque sorte rassuré le public, mais qu'en est-il vraiment ? Est-ce que ce daguerréotype, ce premier appareil photo, est convaincant ? Eh bien, pas vraiment. Alors que l'on s'entende, l'invention est géniale, vraiment, mais par contre, elle a plusieurs défauts. Le premier, c'est le poids. Le daguerréotype, c'est pas votre boîtier que vous avez aujourd'hui. C'est quand même quelque chose qui pesait des kilos et des kilos. Et le temps de pause, je n'en parle même pas. Vous deviez, pour pouvoir faire un portrait par exemple, poser pendant plus de 30 minutes. C'est énorme! Si on se met à la place d'un photographe de l'époque qui voudrait par exemple photographier les rues de Paris bondées pendant les heures de pointe, ce qui était possible, eh bien tout ce que vous aviez comme cliché, c'était une ville qui était totalement vide. Et oui, étant donné que le temps de pause prenait 30 minutes, même si vous photographiez des milliers de personnes à la fois, eh bien
vous aviez rien du tout sur votre image à part les bâtiments, étant donné que c'est les seuls qui ne bougeaient pas. Donc comme on l'a dit, la seule solution si vous vouliez avoir le portrait d'une personne ou de plusieurs personnes, c'était de poser pendant 30 minutes sans bouger. Ça pose quand même un énorme problème. Et dites-vous quand même que ces images ne pouvaient être produites qu'en un seul exemplaire à la fois, donc c'est quasiment la même chose qu'un portrait, quoique plus court quand même. Mais qu'on se rassure, ce sont des problèmes qui vont justement être réglés avec le temps, et d'ailleurs en 1840, eh bien une autre personne va faire son entrée, c'est un certain Henry Fox Talbot, qui va arriver avec un procédé tout à fait surprenant. Né le 11 février 1800 à Melbury, William Talbot était un scientifique britannique. À la fois physicien, philologue et mathématicien, il commença rapidement à s'intéresser à la chambre noire et mena à partir de 1833 des recherches en parallèle à celles de Niepce et Daguerre. Il sera même convaincu d'avoir inventé la photographie, tout comme 24 autres personnes après l'annonce du daguerréotype. Mais si ce Talbot est connu aujourd'hui, c'est bien pour son invention du calotype. Ce procédé photographique permettait d'obtenir un négatif papier direct et donc de reproduire une multitude d'images positives par simple tirage contact. Si au départ la création de Talbot fut moins populaire que celle de Daguerre, elle deviendra par la suite la base de la photographie argentique, tandis que le coûteux daguerréotype n'aura aucune débouchée future. Ce que je trouve incroyable avec cette histoire sur Talbot, c'est qu'il a créé un procédé qu'on a utilisé pendant très longtemps avec les argentiques, et encore aujourd'hui, il y a certaines personnes qui l'utilisent toujours, pour vous dire à quel point, par rapport au daguerréotype, cette invention est quand même restée pendant un long moment dans l'histoire humaine. Le daguerréotype, quant à lui, a totalement été zappé, plus personne ne se souvient de cet appareil. Cependant, qui dit première invention, dit bien évidemment quelques petits soucis, étant donné que les premiers supports négatifs étaient faits de verre, eh bien ces derniers étaient relativement lourds et encombrants. Ce n'est qu'en 1884, avec un certain George Eastman, que le film en celluloïd va être inventé et va changer la donne, bien évidemment. Dès cet instant, on pouvait stocker plusieurs images dans le magasin de son appareil, qui devenait par la même occasion de plus en plus léger et petit. Cette miniaturisation donna la possibilité de shooter avec divers types de prises de vue, ce qui ouvrit directement la voie à la photographie de voyage et de reportage. Le Kodak fut d'ailleurs le premier appareil photographique fabriqué par la compagnie Eastman, pouvant enregistrer plus d'une centaine d'images sur un support souple. Le seul bémol était qu'il fallait le renvoyer à Rochester afin de développer le film et recharger l'appareil. Résumons un petit peu ce qui s'est passé jusque-là. 1839, invention du premier appareil photo, le daguerréotype. Cependant, de nombreux problèmes subviennent avec cette invention. C'est bien évidemment son poids, le temps de pose et tous les soucis qui viennent avec la chimie. Étant donné qu'on n'est pas forcément tous des photographes professionnels, gérer la chimie pour obtenir une image n'était pas forcément évident à l'époque. En 1841, le premier négatif de William Henry Fox est enfin breveté. Le seul souci, ce sont les supports qui sont trop cassants, très encombrants et bien évidemment lourds étant donné qu'ils sont faits en verre. Pour ça, il faudra attendre 1884 pour voir les premiers films celluloïdes apparaître. On constate donc avec tous ces événements que le 19e siècle a été extrêmement actif en termes d'évolution de la photographie, étant donné qu'il a même créé un nouveau travail, le métier de photographe, que beaucoup de personnes ont exercé. Cependant, il nous reste encore 2 siècles à observer, et je peux vous promettre que selon moi, ces 2 siècles ont été vraiment une avancée majeure en termes de photographie, et on va tout de suite commencer avec l'autochrome et la photographie couleur. Si au départ l'idée de la photographie en couleur était plus abstraite qu'autre chose, nécessitant l'exposition de 3 images correspondant aux 3 couleurs primaires, qu'on appelle aussi trichromie soustractive, c'est bien l'autochrome, inventé par les frères Lumière en 1903, qui la concrétisera. Son utilisation est simple, et il suffisait de saupoudrer une plaque de verre avec des grains de fécule de pomme de terre teints dans les 3 couleurs primaires et fixés par de la résine. Après une exposition et 2 développements successifs, on obtenait alors une image unique et en couleur. Par contre, le procédé n'est pas encore parfait. Oui, même si on n'a besoin que d'une seule image exposée, eh bien le temps de pose est encore trop long. Donc pour ça, il a fallu attendre 1935, année d'entrée de la production des films inversibles couleur comme le Kodachrome, pour qu'on puisse vraiment apprécier la photographie à son juste titre. Et évidemment, on ne pouvait parler de l'histoire de la photographie sans évoquer le petit format, qui a quand même été l'une des étapes les plus décisives dans son évolution.
En 1913, Oscar Barnack créa le premier prototype du Leica, qui fut l'appareil à l'origine du petit format et commercialisé à partir de 1925. Auparavant, les négatifs étaient souvent de 6 x 9 cm, ce qui offrait une image parfaitement lisible, mais qui restreignait sérieusement la durée de vie du film. C'est pourquoi l'utilisation d'un film de 35 mm, où les clichés mesuraient 24 x 36 mm, fut choisie. Sa petite taille était clairement son avantage, étant donné que cette fois-ci, elle triplait la durée de vie du film. Mais attention, parce que cette méthode n'a en rien supplanté les autres formats. Une taille de négatif plus grande donne une meilleure image avec beaucoup plus de détails. C'est pourquoi beaucoup de photographes professionnels, mais aussi d'amateurs très avertis, ont continué à appliquer le petit format à leur image. Par la suite, en 1948, le docteur Edwin Herbert Land mit au point le tout premier appareil à développement instantané, le Polaroid. Vous le connaissez tous, et en 1962, il eut même sa version couleur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'étape qu'on vient de franchir. On vient d'avoir la toute première machine capable de donner une image instantanément. Et le XXe siècle va se finir comme ça, avec quelques améliorations par-ci, par-là, avec quelques nouveautés aussi, et on va rentrer avec l'an 2000 dans l'ère numérique. Et en termes d'innovation, vous allez être servi. Plus besoin de se soucier de la surface sensible dont l'image était révélée chimiquement, puisqu'elle est définitivement remplacée par un capteur photosensible. Les photos, quant à elles, peuvent être prises en grand nombre et en un temps record. De plus, comme elles sont délivrées par l'appareil sous la forme de fichiers numériques, leur exploitation via un ordinateur rend la tâche encore plus simple. Et pour ce qui est du tirage, ce dernier existe toujours et est souvent gage d'une excellente qualité. La vérité, c'est que la photographie numérique a offert une énorme gamme de possibilités. Par exemple, vous voulez créer à partir d'un même fichier une image à la fois en noir et blanc et en couleur ? Possible. Vous voulez prendre plusieurs milliers de prises de vue sur un même support numérique? La grande capacité et autonomie des boîtiers vous le permet sans problème. Vous voulez à la fois un appareil compact mais aussi correct en termes de prix et bien évidemment très performant en termes de photographie? Regardez simplement ce que font Sony et Canon aujourd'hui, vous comprendrez à quel point la photographie aujourd'hui est dédiée à tout le monde sans aucune restriction. Et comme les images sont numérisées, eh bien elles apparaissent sous forme de pixels, ce qui va vous donner toute la liberté pour les modifier à volonté sur des logiciels adaptés. On peut ainsi faire toutes sortes de retouches sur des logiciels comme Lightroom ou Photoshop, et il en existe des dizaines d'autres comme ceci, et je vous parle même pas des capacités en termes de vidéo des boîtiers d'aujourd'hui. C'est juste incroyable. Avec l'ère numérique, on a pu balayer une énorme quantité de problèmes qui étaient survenus dans le passé. Cependant, d'autres sont apparus. On n'a peut-être plus besoin de connaître tous les procédés physico-chimiques initiaux, cependant, la conception des boîtiers électroniques, la conception des optiques et bien évidemment le nombre de photosites par millimètre carré sont non négligeables de nos jours. Ce sont des choses qui sont importantes si l'on vise le succès. Alors bien sûr, ce sont des problèmes qui vont beaucoup plus parler aux concepteurs des boîtiers plutôt qu'aux utilisateurs de ces derniers. Mais dans cette fabuleuse course à l'excellence, eh bien, cette bataille justement donne lieu à d'incroyables créations. Je vous parlais avant de Sony et Canon. Pour moi, ce sont vraiment les constructeurs qui parlent le plus aujourd'hui aux utilisateurs de caméras, que ce soit en termes de photographie et de vidéo. Et généralement, quand l'un sort un boîtier qui a des specs de ouf, eh bien l'autre va sortir un boîtier qui sera censé être mieux. Et cette concurrence en continu, eh bien, offre un spectacle, mais aussi des produits qui sont totalement hallucinants. Je n'irai pas jusqu'à dire que l'un surpasse l'autre parce que ce serait faux, je pense plutôt que les deux se complètent et offrent à la communauté de vidéastes et de photographes actuels, qui se trouvent sur diverses plateformes bien évidemment, eh bien, des outils permettant de créer des choses magnifiques en fait. Alors je vais peut-être passer pour quelqu'un de niais, mais lorsque je vois une belle image, une belle photo sur Instagram, par exemple un beau portrait, une belle photo de paysage, eh bien, ça me touche. Oui, personnellement, ça me fait quelque chose de voir une belle image, mais je pense que c'est en rapport avec le fait que la vidéo et la photographie me passionnent en général. Bon, je vous rassure, ça me donne pas non plus envie de pleurer, mais ça me donne simplement envie de prendre mon boîtier, de partir dehors et de créer de belles choses, tout simplement. Pour finir, je vais vous parler d'un site que j'ai découvert il y a pas si longtemps de ça, et d'ailleurs c'est grâce à DeQuirky qui en a parlé dans une de ses vidéos. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas ce vidéaste, allez regarder tout de suite sa chaîne, il fait vraiment des trucs de malade. Pour revenir au site en question, il s'agit d'Ampara. Ampara, en fait, c'est simplement un endroit où vous allez trouver une multitude de formations basées sur la photo ou la vidéo, qui s'adressent à tout le monde, que ce soit aux amateurs et aux professionnels, et franchement, je pense que si vous n'avez jamais
tenter quelque chose dans l'un de ces domaines, eh bien vous allez être comblé. Donc pour ceux que ça intéresse, allez jeter un œil, et pour les autres, eh bien j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Elle a pris du temps à se faire écrire, et je suis désolé de ne pas l'avoir postée la semaine passée, mais je vous l'ai expliqué pourquoi je n'ai pas pu. Dans tous les cas, si ça vous a plu, franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Et nous, eh bien on se revoit la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao.